Il y a l'écriture collective de l'événement via les journaux de confinement, les articles scientifiques en temps réel et bientôt l'analyse secondaire des différents documents qui seront parus durant cette période si particulière de la pandémie planétaire et du confinement comme réponse quasi unanime dans le monde. Et il y a le dessin collectif de l'événement ou comment les dessinateurs, plus spécifiquement ceux des presses régionales, nationales et internationales, se sont saisis de ce qui arrive et de son caractère inédit, plus ou moins surprenant, donnant lieu aussi à des relents archaïques bien connus. Les leçons de la Covid-19, acronyme pour Coronavirus Disease, maladie, sont immenses et la première d'entre elles est que la vérité de cette crise mondiale n'est pas encore advenue. Cette vérité, cette signification sont devant nous futures. Elles délivreront leur substantifique moelle dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, nul ne le sait. L'accélération que connaît l'histoire est grande et en même temps, ces boucles de rétroaction n'en sont pas moins puissantes. Nous aurions pu tous attendre d'avoir raison dans X années, mais la parole joue plusieurs rôles. Elle permet aussi, par approximation successive, de cerner la signification de ce réel, du moins de le façonner, tant le réel est plus vaste que toute interprétation conjoncturelle. La verbalisation sert aussi à faire bloc, à produire de la résilience, à montrer que nous ne sommes pas que sidérés, mais au travail pour comprendre l'événement et trouver des solutions. Notre logos est ce qui définit notre humanité au sens d'humanisme et pas simplement notre orgueil ou manque d'humilité. Par le langage, nous faisons corps et fraternité, même si l'une des leçons de ce moment épidémique est ce que beaucoup ont nommé l'infodémie, ou la démultiplication, l'inflation délirante d'informations erronées liées à l'histoire naturelle et sociale du virus. Mais nous pourrions également donner une définition autre de l'infodémie en considérant que les nouvelles liées au virus ont littéralement contaminé tout l'espace public d'information, ne laissant aucune place au réel hors Covid, comme si ce dernier avait soudainement disparu. Les leçons sont complexes, car certains penseurs considèrent même qu'il n'y a peut-être pas eu d'événement et que c'est notre délire, notre refus de la mort fantasmée comme risque quotidien, notre vie désormais dessaisie de tout sens de l'historicité qui ont produit l'événement, comme si celui-ci n'était qu'un trompe-l'œil. On a parlé de signe noir pour le définir, pour immédiatement considérer qu'il n'en était pas un, qu'il avait été maintes fois prévu, sans oublier le fait qu'il y a eu par le passé des épidémies bien plus dévastatrices. La surréaction généralisée a été le véritable signe noir, ce que personne n'avait anticipé tant l'idéologie du confinement total est antinomique de la mondialisation des échanges commerciaux et du régime non liberticide des États de droit. Pourtant, la planète entière s'est entendue sans se coordonner pour confiner de façon plus ou moins stricte et biologiser la vie sans le dire explicitement. Car telle est l'autre grande leçon de l'épisode Covid-19. Le plaidoyer pour la vie a été prôné de manière quasi unilatérale, et ce, avec la meilleure des intentions. Protéger la vie des hommes, et notamment celle des plus vulnérables, nos aînés. Mais cette stratégie du tout sanitaire, de l'imposition de normes sévères, non différenciées, de confinement, a provoqué très vite un renforcement des vulnérabilités. L'adage aristotélicien s'est rappelé à nos mémoires. Toute norme, parce que trop générale, est discriminatoire et nécessite donc une approche
prudentielle pour être précisément juste, c'est-à-dire équitable. Autre leçon plus contemporaine de Michel Foucault à Giorgio Agamben, le plaidoyer pour la vie ne peut être divisible. Le premier parle de biologisation de la vie, de bioéthique du pouvoir, le second parle de vie nue, ou comment, par une naturalisation extrême, on détruit la vie. Je préfère pour ma part parler d'indivisibilité de la vie. En effet, à partir du moment où nous divisons l'indivisibilité de la vie, nous la mettons en danger, nous libérons sa dimension mortifère. Si l'existence est supportable pour l'homme, c'est qu'il y a la possibilité de lui conférer une valeur qu'il fabrique symboliquement, économiquement, démocratiquement, culturellement, spirituellement, et non qu'il se soumette à la seule tutelle de la vie biologique. Certes, celle-ci est matricielle, mais pas à n'importe quel prix. Toute la complexité de l'existence humaniste des hommes réside ici, dans la défense imperturbable de l'indivisibilité de la vie. Nous avons tous été meurtris par le fait de ne pouvoir honorer comme il se doit nos morts. Certes, certains ont inventé le passage téléprésentiel vers l'au-delà. Pour autant, une société qui faillit là-dessus n'a aucun avenir. Cette légitimité anthropologique, cette légitimité sacrale d'accompagnement vers le transcendant, que celui-ci soit religieux ou profane, cette cérémonie de la finitude qui devient de l'ailleurs, nous constitue, nous fait communauté humaine. La série des autres leçons de la Covid-19 renvoie à notre consentement au liberticide, notre docilité, diront certains, notre abdication consensuelle devant la restriction de liberté, en fait notre insatiable besoin de sécurité, notre intolérance au risque et le fait que le quantitatif a depuis longtemps pris le dessus sur le qualitatif dans nos manières de vivre. Risque donc de banalisation de l'état d'urgence et d'exception. Rapidité à basculer dans la bien-surveillance et très rapidement la surveillance tout court. Bref, comment collectivement nous avons tendance à accepter de nous dessaisir de nos droits dans l'optique de mieux nous sécuriser sans pourtant qu'il y ait une charge de preuve pour cette stratégie de sécurisation. D'emblée, nous lui donnons full crédit à cet idéal de protection, à ce souhait infantile de pouvoir tout maîtriser et surtout à ce refus de la mort qui frise le déraisonnable. Pour cela, nous sommes prêts à tous les asservissements de la vie. Tous ? Non, je suis moi-même caricatural en le laissant croire. Seulement, tels sont l'art et l'utilité de la caricature. Dénoncer un biais de la société en augmentant son outrecuidance, en le faisant devenir un trait de la commedia dell'arte. La caricature est toujours une occasion pour pointer du doigt une réalité, parfois infinitésimale mais terriblement symptomatique. Nous, terriens, nous avons pensé pouvoir fermer le monde. Rien de moins. Fermer la terre. Arrêter les flux sans nuance aucune. À juste titre pour les flux de transport, notamment les avions, car c'était offrir au virus un voyage all-inclusive. Mais il y a aussi les autres flux humains au sens de notre vie sociale et de proximité dont nous avons tant besoin pour maintenir notre résilience collective. Nous nous sommes barricadés dans les maisons. Métaphore guerrière oblige, même si celle-ci est assez inopportune dans l'épisode, tant l'épisode ne nécessite nulle guerre, mais précisément l'inverse des valeurs martiales. L'envahisseuse Covid-19 n'a rencontré aucune résistance dans les métropoles confinées. Et notre chère liberté s'est retrouvée en convalescence. Il y a tous ces dessins qui racontent le quotidien avec le risque pandémique, la vie confinée, la mobilisation des soignants, celle des citoyens voulant être utiles tout en faisant parfois des choix saugrenus mais à l'instant justifiés.
ou comment nous avons tous vécu cette vie désordinaire, comme j'ai aimé l'appeler, pour témoigner de ce mélange d'ordinaire et de désordre, d'incongruité et d'ingéniosité, comment chacun a porté sur ses épaules une charge qui n'avait rien de strictement mental. Comment chacun a vécu ses jours et ses nuits, piégé, parfois peuré, mais aussi tout bonnement paniqué comme des déserteurs auraient pu l'être. Ces dessins pour témoigner de la pluralité des expériences de confinés, selon que l'on soit riche ou pauvre, jeune ou moins jeune, habitant de tel ou tel pays, citadin ou rural. En somme, pour souligner que si le confinement a été collectif, il n'en a pas moins été différenciant, sans dialogue possible entre ces différentes formes. Socialement discriminant, criminel parfois même. Le monde ne s'est pas rétréci, mais nous avons rétréci le monde. Très étonnant de noter que nous avons cessé de nier la Covid-19 en occultant simultanément ce qui ne relève pas du coronavirus dans le réel, comme s'il fallait remplacer un déni par un autre. Nous étions tous d'abord dans la négation de l'existence du virus, puis nous l'avons conscientisé, lui et son risque, et dès lors nous avons nié le monde hors Covid, comme si celui-ci n'existait plus, n'avait plus de poids dans nos représentations et nos décisions. Nous avons perdu tout sens de la juste focale. 24 heures sur 24, la seule information autorisée dans l'espace public devait être liée à l'épidémie. Censure totale sur le réel, dans son amplitude. L'actualité est devenue hémiplégique. Dans la clinique traumatique et post-traumatique, nous connaissons bien ce phénomène d'oblitération du monde, d'impossibilité de se focaliser sur autre chose que ce qui a fait effraction. Mais était-ce un traumatisme en cours ? Ou était-ce une obscénité typique des modes spectaculaires d'attention au monde ? La caricature est magistralement douée pour saisir l'absurde d'une situation, le manque de discernement avec ironie ou plus de sérieux. La panique inutile est si terriblement attendue. La réorganisation de l'économie grise, la perplexité devant ceux qui, totalement masqués et non reconnaissables, sont censés être des familiers. L'impossibilité mi-phobique, mi-complaisante de retourner à la vie normale et contraignante. Les nouvelles normes sanitaires délirantes et inapplicables. Et tout aussi magistralement doué pour saisir la poésie d'une situation, son allure quasi métaphysique, le renouveau du symbolique, l'avènement possible d'autre chose, bref, une sorte d'imagination enfin au pouvoir, ou d'une transformation totale des rapports de force classiques. La planète a respiré, les animaux se sont invités dans les villes. De l'art de renverser les points de vue. Vive Corona! Titre la banderole des zèbres, lions et pandas s'invitant à l'opéra. Ou comment un univers à la Lewis Carroll semble reprendre la main, annonçant une nouvelle ère de reconnexion avec le vivant. De la poésie saisie dans le temps présent à celle qui pourrait illuminer nos jours prochains, il n'y a qu'un pas, ou quelques pages. Ou comment, en un dessin, raconter l'évolution de la civilisation, rétro-pédalant vers son spécimen le plus archaïque, à savoir le Cro-Magnon qui sommeille en chacun et qui pourrait être finalement le dernier homme de cette ère anthropocénique. L'art du dessin peut être aussi redoutable pour dire l'atterrissage forcé dans le monde d'avant. Oui, des postes de héros de la nation, payés au SMIC, il y aura.
Voilà en un dessin l'équivalent efficace de la théorie de la reconnaissance falsifiée, chère à Axel Honneth. La démocratie moderne instrumentalise le besoin de reconnaissance des individus, besoin totalement légitime, tant nous sommes constitués par la qualité des rapports sociaux et plus généralement par la reconnaissance sociale et symbolique. Seulement, quand celle-ci n'est que symbolique, jamais matérielle, jamais monétaire, lorsque vous êtes louangé, qu'on vous reconnaît une immense qualité et utilité sociale, et que la matérialisation de cette considération n'advient jamais, voire s'enlise, alors oui, vous pouvez parler de falsification de la reconnaissance, ou plus prosaïquement, envoyer un dessin pour dénoncer un monde pervers qui passe sa vie à se contredire sans sourciller. Il nous faudra un moment pour comprendre la tectonique de l'épisode Covid-19, tout ce qui s'est joué là, comme dysfonctionnement et nouveaux usages, comme sidération et avènement d'un autre temps de régulation et de prise de conscience. Par la surréaction que ce moment a suscité, il est définitivement devenu événement. Mais l'était-il, inauguralement ? Impossible de répondre de façon satisfaisante à cette question, tant la définition de l'événement varie selon l'histoire et son herméneutique est toujours à réactualiser. Il n'y a pas d'ontologie de l'événement. Sa caractérisation se modifie selon les âges, les cultures, les périodes historiques, l'ordre du symbolique et du spirituel. Aujourd'hui, tout peut faire événement, même l'insignifiant. Et cette insignifiance fera signification. Tout peut faire événement et impacter de façon monumentale le monde, les représentations que l'on s'en fait. Cet événement a touché et confiné près de la moitié des habitants de la Terre, une forme de dialogue entre inconscient collectif, notion certes très controversée, s'est nouée. Une même conscientisation a été vécue de multiples façons selon les sociétés et les individus qui les composent. Peut-être un même déni se formera à nouveau. C'est la probabilité la plus grande, mais elle n'a pas une valeur définitive. Nous ne savons pas à l'avance baliser les étapes du changement. Nous pouvons les cartographier et définir quelques invariants qui le composent. Mais il n'est pas possible en amont de savoir exactement la nature de la dynamique, sa vélocité, ses points de butée ou de déclic, de dire à quel instant une bascule s'opère et quel sera l'impact de celle-ci. La modélisation a ses limites. Nous connaissons la plupart des ingrédients, mais la maîtrise de la posologie nous échappe en temps réel, et peut-être même éternellement, tant les relectures de l'histoire sont également possibles par la suite, non pour produire du négationnisme, mais dans le but de faire surgir des nouveaux points de vue qui ont été délaissés par l'histoire des vainqueurs. Écrire l'histoire demeure un privilège, certes un art et une science humaine et sociale, mais également, encore trop souvent, une chance. Il est intéressant de comprendre dans cet épisode qui est jugé par beaucoup mineur et ridicule par sa mortalité et même sa létalité, la complexité d'une narration collective de l'événement. Les réseaux sociaux en continu, l'Internet, les objets connectés, l'open science, les sites de preprint, les scientific commons, le développement de la literacy, les sites ouverts de vérification scientifique, tout cela, malgré le contexte de post-vérité dans lequel nous sommes, malgré la concurrence marchande de l'information scientifique, l'infodémie, les fake news, la prolifération des discours revendiquant les faits alternatifs, malgré cette confusion immense et qui crée un désenchantement, une crise de défiance encore renforcée, il n'empêche qu'il se trame aussi quelque chose, qu'il se tisse une autre manière, une lame de fond encore très minoritaire, mais qui détient un bout de ce nouveau paradigme à venir. Tous les siècles avant le nôtre ont passé ces paliers, l'ont découvert par la suite, et ont écrit l'histoire civilisationnelle malgré eux. Il faudrait être bien orgueilleux pour croire que nous serions différents, et les seuls dans l'univers à ne rien faire évoluer. Les hommes restent bel et bien les instruments de l'évolution, à l'intentionnalité si complexe qu'elle n'en est certainement pas une.
Et dans ce grand théâtre du temps, long, très long, il y a aussi la trace ou l'illusion de notre liberté. Cynthia Fleury. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Impressionnable par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh, continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille
d'accord.